La famille. Charles Manson. Cincinnati, Ohio, 1934. Charles Manson naît d'une mère de 16 ans, prostituée et alcoolique, qui le vendra temporairement contre une bière. Arrêté pour la première fois à 9 ans, il passe l'essentiel de sa jeunesse en maison de correction et en prison. Derrière les barreaux, il absorbe tout. Scientologie, Dale Carnegie, pensée nazie, techniques de manipulation de groupe. En 1967, libéré à 32 ans, il débarque à San Francisco en plein Summer of Love. Il arrive avec rien, il repart avec une armée. Manson ne tue pas lui-même, c'est l'essentiel de son génie. Il fabrique des tueurs. Autour de lui gravitent des dizaines de jeunes, surtout des femmes, issus de familles bourgeoises ordinaires. Il les isole, les drogue, efface méthodiquement leurs identités. Il les convainc que les Beatles ont caché dans leurs chansons la prophétie d'une guerre raciale apocalyptique qu'il nomme Helter Skelter. Pour déclencher cette guerre, il faut du sang visible, théâtral, inexplicable. En août 1969, ses adeptes massacrent Sharon Tate, enceinte de 8 mois, et 6 autres personnes en 2 nuits. Ils écrivent sur les murs avec le sang des victimes. L'enquête met des mois à remonter jusqu'à Manson. Arrêté, jugé, condamné à mort, peine commuée en prison à vie quand la Californie abolit temporairement la peine capitale. Il meurt en 2017 à Corcoran State Prison, à 83 ans, sans un mot de remords. Son crime ultime n'était pas le meurtre, c'était de savoir avec précision ce que des êtres humains ordinaires cherchent à entendre et de leur donner exactement ça. Le peuple du temple. Jim Jones. Lynn, Indiana, 1931. Jim Jones grandit dans la pauvreté, fasciné par la mort depuis l'enfance. Il organise des funérailles pour des animaux du quartier. À l'adolescence, il prêche dans les rues. Dans les années 1950, il fonde une église à Indianapolis et prône l'intégration raciale, une position courageuse dans l'Amérique ségrégationniste de l'époque. Ce message est sincère, c'est ce qui le rend dangereux. Au départ, Jones croit vraiment à quelque chose. À San Francisco, dans les années 1970, le peuple du temple attire des milliers de membres parmi les pauvres, les noirs, les militants de gauche. Jones simule des guérisons miraculeuses avec des complices triés sur le volet. Il collecte les économies de ses fidèles, lit leurs courriers, monte des dossiers sur chacun d'eux. La surveillance est totale, la violence psychologique constante. En 1977, sous pression journalistique, il transfère plus de 1000 membres en Guyane dans une clairière de jungle qu'il baptise Jonestown. Là, Jones parle dans des haut-parleurs 24 heures sur 24. Il n'y a nulle part où aller. Le 18 novembre 1978, un congressman américain venu enquêter sur place est abattu sur le tarmac d'un aéroport voisin. Quelques heures plus tard, Jones ordonne l'acte révolutionnaire final. Du cyanure est mélangé à du jus de raisin. 918 personnes meurent, dont 304 enfants. Jones est retrouvé avec une balle dans la tête. Il avait promis une utopie, il avait construit, pierre par pierre, un abattoir dans la jungle. Jonestown reste le plus grand massacre de civils américains avant le 11 septembre. La différence avec les autres, c'est que personne n'avait vu venir un pasteur. Aum Shinrikyo, Shoko Asahara, Kumamoto, Japon, 1955. Shizuo Matsumoto naît quasi aveugle dans une famille modeste. Il intègre une école pour déficients visuels où son handicap partiel lui confère une position dominante parmi des élèves totalement aveugles. Il apprend tôt que la supériorité relative est suffisante pour commander. En 1984, il ouvre un cours de yoga à Tokyo avec 3000 yens en poche. 2 ans plus tard, il fonde Aum Shinrikyo, la vérité suprême. Sa promesse d'entrée, lévitation, pouvoir surnaturel et survie à l'apocalypse imminente. À son apogée, Aum revendique 40 000 membres dans le monde, dont 10 000 au Japon. La secte possède des immeubles entiers à Tokyo, des laboratoires, des entreprises, des connexions politiques. Asahara recrute massivement parmi les diplômés des meilleures universités japonaises, chimistes, physiciens, biologistes, ingénieurs. Ensemble, ils développent des programmes d'armes biologiques, botulisme, charbon et chimiques. Les membres dissidents sont assassinés. En juin 1994, un test grandeur nature au sarin dans la ville de Matsumoto tue 8 personnes et en blesse des centaines. Le 20 mars 1995, 5 équipes coordonnées déposent des sachets de sarin percés à la pointe d'un parapluie dans le métro de Tokyo en heure de pointe. 13 morts, 50 blessés graves, plus de 5000 personnes affectées. La plus grande attaque terroriste en temps de paix sur le sol japonais. Asahara est arrêté dans une cachette secrète au pied du mont Fuji. Jugé pendant 8 ans, il est condamné à mort
et exécuté en juillet 2018 avec 12 de ses lieutenants. Il avait promis d'initier ses disciples à la fin du monde, il s'était contenté de la répéter à petite échelle dans une rame de métro bondée. Les Davidiens, David Koresh, Houston, Texas, 1959. Vernon Howell naît d'une mère célibataire de 14 ans. Dyslexique sévère, moqué à l'école, il trouve refuge dans la seule chose que personne ne peut lui retirer, la Bible. Il l'apprend en entier, par cœur. À 20 ans, il rejoint les Davidiens, une branche dissidente des Adventistes du 7e jour, installée dans un ranch poussiéreux à Waco, Texas. Il se rebaptise David Koresh, David comme le roi d'Israël, Koresh comme Cyrus le Grand en hébreu, conquérant de Babylone. Koresh s'impose comme le seul être humain capable de décoder les 7 sceaux du livre de l'Apocalypse. Progressivement, il convainc la communauté que toutes les femmes du ranch lui sont destinées, y compris les adolescentes. Il accumule des dizaines d'épouses spirituelles et d'enfants. En parallèle, le ranch se transforme en arsenal. Des milliers d'armes légales sont achetées et converties illégalement en armes automatiques, dans une préparation à la bataille finale annoncée dans les Écritures. En février 1993, le bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu tente un raid. 4 agents fédéraux sont tués. S'ensuit un siège de 51 jours sous les caméras du monde entier. Le 19 avril, le FBI passe à l'assaut au gaz lacrymogène. Un incendie éclate, allumé par les Davidiens eux-mêmes, selon les enquêteurs. 76 personnes meurent dans les flammes, dont 25 enfants. Koresh est retrouvé avec une balle dans le front. Il avait passé sa vie à promettre la révélation des sceaux. Ce qu'il a livré à la place, c'est de la cendre. Colonia Dignidad, Paul Schaeffer, Allemagne, 1959. Paul Schaeffer est un animateur de jeunesse évangélique, actif dans les milieux protestants allemands. Une enquête pour abus sexuels sur mineurs commence à se refermer sur lui. Il ne reste pas pour répondre de ses actes. Il embarque 300 fidèles et traverse l'Atlantique. Destination, le Chili. Dans les Andes, à 350 km au sud de Santiago, il fonde Colonia Dignidad. Vue de l'extérieur, une œuvre caritative allemande, propre, ordonnée, exemplaire. Vue de l'intérieur, une dictature personnelle, entourée de barbelés et de chiens de garde. Schaeffer contrôle absolument tout. Le courrier est censuré, les mariages sont arrangés, les enfants sont séparés de leurs parents dès le plus jeune âge. Les punitions corporelles obéissent à un code précis. Il abuse sexuellement de dizaines de garçons sur plusieurs décennies. Quand Pinochet prend le pouvoir en 1973, la colonie franchit un seuil supplémentaire. Elle devient un centre de torture pour les opposants politiques. La DINA, la police secrète du régime, y envoie ses prisonniers. Des hommes y entrent. Beaucoup n'en ressortent jamais. Les fosses communes seront trouvées des années plus tard. Schaeffer fuit au Venezuela en 1997, quand les premières plaintes formelles émergent en cascade. Arrêté en 2005 en Argentine, extradé au Chili, il est condamné à 20 ans de prison pour abus sur mineurs. Il meurt en détention en 2010. La colonie, rebaptisée Villa Baviera, est devenue un site touristique avec restaurants et hébergements. Les rescapés portent des blessures qu'aucun changement de nom n'efface. L'impunité a ses propres frontières, et pendant 40 ans, elle correspondait exactement au périmètre d'une propriété privée au pied des Andes. Children of God, David Berg. En 1968, à Huntington Beach, Californie, un pasteur évangélique raté se tourne vers les hippies qui traînent sur la plage. Il s'appelle David Berg, il a 49 ans et il n'a rien à perdre. Il les séduit avec un mélange de Bible, de rejet de l'ordre établi et d'une liberté sexuelle qu'il présente comme une grâce divine. Ses premiers adeptes l'appellent Mo. C'est suffisant pour commencer. Berg structure rapidement une organisation internationale. Il commence à rédiger des Mo Letters, des milliers de textes mêlant théologie, prophétie et érotisme explicite, diffusés dans une 60aine de pays. Il invente le flirty fishing. Ces femmes sont encouragées à séduire des hommes pour les convertir, une prostitution habillée en évangélisation. Les enfants nés dans la secte grandissent dans un environnement documenté d'abus physiques et sexuels. Berg légitime tout par l'écriture. Il dirige son empire depuis une adresse inconnue, en fuite permanente, sans jamais se montrer publiquement. Berg meurt en 1994 au Portugal, dans l'obscurité. La secte se rebaptise The Family International pour effacer les traces. Des enquêtes dans plusieurs pays démantèlent des cellules. Des anciens membres, élevés dans la violence et l'exploitation, témoignent devant des tribunaux. Le destin de sa propre famille dit tout. L'une de ses petites filles se suicide. Son petit-fils assassine son tuteur, ancien membre de la secte,
avant de se donner la mort à son tour. Berg avait transformé la foi en système de prédation et l'amour en mécanisme de contrôle. Il est mort libre. Ses victimes n'ont jamais cessé d'être prisonnières. Les Skoptsi. Dans la Russie du XVIIIe siècle, un fils de paysan décide que le péché originel réside dans la chair et qu'il faut la corriger au couteau. Kondraty Selivanov parcourt les campagnes russes en prêchant une doctrine radicale. Pour atteindre la pureté divine, l'homme doit se castrer, la femme doit subir l'ablation des seins. Il se présente comme le Christ réincarné, mais aussi comme le tsar Pierre III ressuscité, deux légitimités en une seule personne mutilée. Ce qui défie la logique, c'est que ça fonctionne. Les Skoptsi recrutent dans toutes les couches de la société impériale russe. Des marchands, des militaires, des fonctionnaires, des membres de la petite noblesse rejoignent la secte. Ils forment des réseaux commerciaux solides, beaucoup s'enrichissent, libérés de toute charge familiale. À leur apogée, au XIXe siècle, les estimations parlent de plusieurs dizaines de milliers de membres à travers l'Empire. Les tsars les font déporter en Sibérie. Ils y fondent de nouvelles communautés. La persécution ne fait qu'étendre leur géographie. Selivanov finit enfermé dans un monastère où il meurt vers 1832 à un âge incertain, peut-être centenaire, selon ses fidèles. Les Skoptsi survivent encore 2 générations. Les bolcheviks, qui voient en eux une secte réactionnaire et contre-nature, les liquident dans les années 1930. Le dernier groupe connu est démantelé sous Staline. Ils avaient soustrait leur corps à tout désir terrestre pour s'approcher de Dieu. Ce qu'ils avaient surtout fait, c'est démontrer qu'aucune doctrine n'est trop extrême pour trouver preneur, à condition de la formuler comme une élévation. Les Tougis. Quelque part entre le XIIIe et le XVe siècle, un réseau de meurtriers rituels commence à se structurer à travers le sous-continent indien. Ils n'ont pas de temple visible, pas de hiérarchie centrale connue, pas d'emblème. Ce qu'ils ont, c'est un foulard jaune, le rumal et une déesse, Kali, maîtresse de la destruction et du temps. Tuer, pour eux, n'est pas un crime, c'est une offrande. Les Tougis voyagent en bande, se fondent parmi les caravanes, les pèlerins, les marchands. Ils se comportent en compagnons de route affables pendant des jours, parfois des semaines. Puis, au bon moment, le rumal est passé autour du cou. La strangulation est rapide, silencieuse, apprise dès l'enfance. Les corps sont enterrés selon des rites précis, sur des sites connus de la seule confrérie. Aucune trace, aucun témoin, aucun bruit. Les estimations les plus sérieuses parlent de plusieurs centaines de milliers de victimes sur plusieurs siècles. Un bilan qui n'a probablement aucun équivalent dans l'histoire criminelle mondiale. En 1830, le colonel britannique William Sclyman lance une opération d'éradication méthodique. Il crée des fichiers, collecte des dénonciations, construit un réseau d'informateurs à l'intérieur même de la confrérie. En 10 ans, plus de 3000 Tougis sont arrêtés. Les délations en chaîne démantèlent ce que des siècles de discrétion avaient préservé. Le dernier Tougis recensé meurt en prison en 1882. Leur histoire donnera naissance au mot anglais « thug », aujourd'hui galvaudé en insulte de rue, alors qu'ils désignaient un système de meurtre industrialisé par la dévotion. Ils n'étaient pas des criminels ordinaires, ils étaient des comptables de la mort sacrée. Les Hachachines. En 1090, un homme s'empare d'une forteresse perchée dans les montagnes Elbourz, au nord de la Perse. La forteresse s'appelle Alamut. L'homme s'appelle Hassani Saba. Il n'a pas d'armée, il n'a pas de territoire. Il a quelque chose de plus efficace, une doctrine et des hommes prêts à mourir pour elle. Hassan construit son empire sur un principe simple. La mort ciblée est plus utile que la guerre ouverte. Ses agents, les Fidailles, sont formés à l'infiltration de longue durée. Ils peuvent servir une cible pendant des années, apprendre sa langue, gagner sa confiance, avant de frapper. Calife, sultan, croisé de haut rang, personne n'est hors de portée. Une rumeur circule en Europe médiévale. Hassan ferait goûter le paradis à ses recrues, jardins et délices compris, pour mieux les convaincre d'y retourner par le martyre. Vrai ou fausse, cette légende est déjà une arme. Le mot « assassin » entrera dans toutes les langues d'Occident, dérivé directement de leur nom. En 1256, les armées mongoles de Hulagu Khan encerclent Alamut. La forteresse tombe en quelques semaines. La bibliothèque, les archives, 2 siècles de doctrine, réduits en cendres. Les Hachachines survivants sont dispersés ou exterminés. Mais leurs vrais legs ne brûlent pas. Ils ont inventé la terreur politique systématique, la déstabilisation par l'assassinat ciblé, l'état fantôme sans territoire.
Des siècles avant que des gouvernements modernes ne perfectionnent ces méthodes, une poignée de fanatiques dans une montagne persane en avait déjà écrit le manuel. NXIVM, Keith Raniere, Brooklyn, New York, 1960. Keith Raniere se présente dès l'enfance comme un génie. QI stratosphérique, champion d'échecs, polymathe universel. Les éléments sont impossibles à vérifier. En 1998, il fonde NXIVM avec une ancienne infirmière nommée Nancy Salzman à Albany, New York. La façade est irréprochable. Un programme d'autodéveloppement pour cadres ambitieux appelé Executive Success Programs. Plusieurs milliers de dollars le séminaire. Des techniques de coaching présentées comme révolutionnaires. La promesse d'une version supérieure de soi-même. NXIVM attire des héritières de grandes fortunes américaines, des actrices hollywoodiennes, des professionnels en vue. Mais sous la structure des séminaires se cache un mécanisme de conditionnement progressif. Raniere crée DOS, un réseau secret organisé en chaînes de maîtres et esclaves féminines. L'adhésion exige la remise de gages, photos compromettantes, fausses confessions, destinées à garantir le silence. Les membres de DOS sont marqués au fer chaud avec les initiales de Raniere, présentées comme un symbole d'émancipation féminine. Ils avaient trouvé comment habiller la soumission en vocabulaire du progrès. En 2017, une enquête du New York Times expose l'existence de DOS. Des membres fuient et témoignent. En 2018, Raniere est arrêté à Puerto Vallarta, Mexique. Le procès révèle l'étendue réelle. Trafic sexuel, travail forcé, extorsion, possession de matériel pique. En 2019, il est condamné à 120 ans de prison. Plusieurs de ses lieutenantes, dont des actrices connues, plaident coupables. Il avait inventé un langage du dépassement de soi pour construire une architecture de contrôle absolu. Le mot « empowerment » n'avait jamais aussi bien menti. Evans Gate, Marshall Applewhite, Texas, 1931. Marshall Applewhite est le fils d'un pasteur presbytérien. Ténor lyrique de talent, professeur de musique apprécié, il est renvoyé d'une université texane à la suite d'une relation avec un étudiant. La carrière s'effondre. En 1972, après une hospitalisation qu'il décrit comme une expérience de mort imminente, il rencontre une infirmière nommée Bonnie Nettles. En quelques semaines, ils se convainquent mutuellement d'être les deux témoins de l'Apocalypse, des entités extraterrestres envoyées sur Terre dans des enveloppes charnelles. Ce n'est pas une métaphore, ils le croient littéralement. Evans Gate prêche que la Terre sera bientôt recyclée, réinitialisée, et que seul l'abandon du corps physique permet de rejoindre le niveau évolutionnaire supérieur à l'humain à bord d'un vaisseau spatial voyageant dans le sillage de la comète Hale-Bopp. La secte recrute discrètement pendant 20 ans, se finance par la création de sites web commerciaux. Les membres vivent en communauté fermée, s'habillent et se coiffent de façon identique. Certains hommes se font castrer volontairement pour mieux se préparer au départ. Nettles meurt d'un cancer en 1985. Applewhite réinterprète sa mort comme un départ anticipé. Il continue seul. Le 26 mars 1997, la police découvre 39 corps dans une villa de Rancho Santa Fe, Californie. Tous portent le même survêtement noir, les mêmes Nike, un billet de 5 $ et un rouleau de quarter dans la poche. Ils ont ingéré du phénobarbital mélangé à de la vodka. Applewhite est parmi eux. Ils cherchaient un vaisseau spatial entre les étoiles. Ils avaient simplement besoin que quelqu'un leur assure, avec suffisamment de conviction, qu'il existait. L'Ordre du Temple solaire Belgique, 1984. Deux hommes s'associent. Le premier, Luc Jouret, est médecin homéopathe belge, orateur brillant, physique soigné. Le second, Joseph Dimambro, est un escroc professionnel ayant déjà fondé plusieurs organisations ésotériques dont il a dilapidé les fonds. Ensemble, ils fondent l'Ordre du Temple solaire et ciblent un profil très précis, les élites culturelles et économiques de Belgique, de France, du Canada. Médecins, avocats, ingénieurs, élus locaux. Leur doctrine mêle chevalerie médiévale, rosicrucianisme et prophétie New Age. L'élite, leur disait-il, méritait une spiritualité à sa mesure. Les membres grimpent dans une hiérarchie de grades en payant des cotisations croissantes. Dimambro orchestre les cérémonies avec des hologrammes et des effets sonores préenregistrés pour simuler des apparitions de maîtres ascensionnés. Jouret joue le prophète. Progressivement, une doctrine de transit s'installe. La Terre est condamnée, la mort physique n'est qu'un passage vers l'étoile Sirius, origine véritable des âmes élues. Mourir ensemble devient non pas une tragédie, mais un privilège réservé aux initiés.
En octobre 1994, 53 corps sont découverts dans des lodges en Suisse et au Québec, certains assassinés d'une balle dans la tête, d'autres apparemment suicidés, tous disposés en cercle rituel. En décembre 1995, 16 nouveaux membres meurent dans le Vercors, en France. En mars 1997, 5 autres au Québec, dont 3 adolescents qui avaient refusé de mourir et furent tués par leurs propres parents. Au total, 74 morts. Jouret et Dimambro figuraient parmi les premières victimes. Ils avaient vendu l'éternité à des gens intelligents et cultivés. L'intelligence ne protège de rien quand on a faim d'absolu et que quelqu'un vous offre de l'assouvir. Si cette vidéo vous a intéressé, laissez un like. C'est simple et ça aide vraiment la chaîne à exister. Abonnez-vous pour ne manquer aucune prochaine vidéo et dans les commentaires, dites-moi quel sujet vous aimeriez voir traité la prochaine fois. Vos suggestions construisent directement les prochaines vidéos.